Bonjour, mon nom c'est Alain Vona, ivoirien de naissance, comme le dit chez nous. Je vis en Allemagne depuis près de 10 ans. Je travaille dans le transfert d'argent à Bonn ici. Je suis secrétaire général de Bonn Ivoire, c'est-à-dire les Ivoiriens en Allemagne. Auparavant, j'étais président des Ivoiriens d'Ouadélouo, dans l'état de Niedersachsen. Je suis aussi l'auteur de Sens Unique. C'est un blog, c'est une plateforme de discussion sur tout ce qui est activité politique, sur les réflexions de développement politique de la Côte d'Ivoire, de notre société ivoirienne. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de notre position, de la crise ivoirienne, de la crise africaine, qui est plutôt une crise politique qui est un peu dont, disons, les bases sont la compréhension même de la chose démocratique, pour qu'on sache au moins en Afrique quel est le problème qu'on a qui fait qu'on ne peut pas avancer. Et je remercie les frères qui sont là, qui me donnent cette possibilité-là, cette opportunité de discuter avec vous. Je crois qu'il y aura aussi des questions, je vais les répondre. Mais dans un premier temps, moi je vais commencer par exposer sur un sujet d'actualité que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire la crise ivoirienne. La crise ivoirienne a commencé depuis 2002, mais auparavant il y a eu des crises ivoiriennes, c'est-à-dire des coups d'État depuis 1999, précédés des différents actes de l'opposition de l'époque, c'est-à-dire en 1995 avec les boycotts actifs. Aujourd'hui, avec la crise du 19 septembre 2002, on a l'impression un peu que beaucoup de gens parlent, mais dans le fond, on parle, on se dédie, on se contredit, sans toutefois avancer et sans toutefois connaître les vrais problèmes et les vraies solutions. Il y a en 2002 le coup d'État qui a éclaté en Côte d'Ivoire. J'ai entendu des opposants qui tirent de façon politique sur leurs concurrents, de façon très normale. Mais j'ai jamais entendu des opposants s'opposer de façon très classique, comme on le connaît tout dernièrement. Pour donner un exemple, tout dernièrement en France, lorsque le président Sarkozy est allé visiter Haïti c'est le premier président français qui le fait. L'opposition, le Parti socialiste qui dit c'est un acte salutaire, c'est un acte qu'il faut saluer de la part du président, même s'il n'est pas du même bord politique. Ce qui ne s'est jamais passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, dès qu'on est dans l'opposition, tout ce que le président fait, c'est mauvais et c'est mauvais. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelque chose qui a été fait qui est bon. Il y a la manière dont la crise en Côte d'Ivoire a commencé à trouver des solutions. Il y a eu toutes les solutions qui ont été apportées auparavant, qui ont de façon, je dirais, très expresse, ignoré la constitution ivoirienne, qui est le fondement de toute démocratie dans le monde entier. Et lorsque j'entends que des gens qui vivent en Côte d'Ivoire, de par une politique ou par passion, mettent leur constitution de côté juste pour résoudre un problème de personnes ou de partis politiques, du coup ça force le calcul politicien. Et de là, il y a le débat, et ça sera le premier point, sur le problème de succession, ou pas de succession, mais qui règle la crise en période de trouble. Et la constitution ivoirienne, qui est très récente, je crois dans son article 48, a résolu ce problème-là. Mais d'aucuns font semblant d'ignorer que en Côte d'Ivoire, tous les problèmes ont de façon très automatique des solutions. Alors qu'ignorer ce fait-là, c'est soi-même, et ignorer soi-même sa propre existence démocratique d'un pays, d'une nation ivoirienne. Donc pour revenir sur le sujet, en 2005, en octobre 2005, le pays est toujours divisé en deux.
Faut-il organiser des élections? Faut-il chercher à réunifier le pays? Des gens se sont dit, il faut qu'on aille aux élections, il faut qu'on aille aux élections. Mais la constitution ivoirienne dit que lorsque le pays est divisé, qui rend l'organisation d'élections transparentes impossible, le président qui est là, ça pouvait être l'autre, moi, quelqu'un d'autre, reste à son poste, mais après consultation du Conseil constitutionnel, du président de l'Assemblée nationale, reste à son poste, cherche à réunifier le pays, et après ça, il repart sur les mêmes personnes qui constatent que la faisabilité de l'élection est possible. En ce moment-là, on part aux élections. Ça, c'est dans la Constitution ivoirienne. C'est dans la Constitution ivoirienne. Alors, si on a voté notre Constitution, si on reconnaît que nous sommes un pays souverain, parce que la souveraineté d'un pays, c'est le respect de sa Constitution. Donc, on ne peut pas en même temps dire qu'on est un pays souverain et en même temps faire semblant d'ignorer certains détails réglés déjà par la Constitution ivoirienne. Ça, c'est le premier point. Donc, que certaines personnes disent que oui, le président est illégal. Bon, il est très politiquement souvent un peu dommage quand même qu'on dise que le président est illégal, parce qu'un président illégal est un pays illégal. Alors, est-ce que moi, ivoirien, avec le passeport ivoirien, j'accepte d'être ivoirien d'un pays illégal? Parce qu'en disant que mon président il est illégal, ça veut dire que mon pays même il est en train de balancer là. En même temps, je dis que mon pays est souverain. Alors, il y a des débats qui sont réglés d'avance. Le président, c'est vrai, en fin de mandat, le mandat est prolongé parce que les partis politiques ne peuvent pas aller d'un côté pour organiser une campagne normale. Et donc, il n'y a pas d'élection. Ça, c'est réglé par la Constitution. Si on respecte la Constitution, on accepte en fait le fait que le président ne peut céder son poste qu'à celui qui est récemment élu. Et il n'y a pas encore, donc il est là. Il n'y a pas de président illégal parce que la Constitution ivoirienne règle ce problème et l'a réglé définitivement. Il y a aussi, pendant tout ce moment-là, le problème des rebelles qui prennent part aujourd'hui dans le gouvernement ivoirien. Et j'aimerais remercier tous nos frères et sœurs ivoiriens, tous les politiciens ou tous les frères qui ont accepté de se parler, parce qu'il n'y a pas de solution si on ne se parle pas. On va beau casser tout, mais il faudrait qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on se comprenne, qu'on accepte de s'écouter. C'est pas qu'il faut que l'autre m'impose sa vision des faits, mais il faut que j'accepte de l'écouter, de l'entendre, d'analyser ce qu'il dit sans passion et d'accepter d'avancer. Parce que le blocage ne nous mène à rien, on avance. Et on avance si ce qui nous unit, la Constitution qui est une base démocratique sur laquelle tout le monde part. Et voilà. Donc, on a d'année en année les élections qui ne se tiennent pas, on évolue. C'est la faute à qui? Et ça, c'est le problème sur lequel, c'est le deuxième volet de mon sujet. C'est le problème à qui? Qui est le responsable de ce fait que, du fait qu'il n'y a pas d'élection, du fait qu'il y a blocage? C'est la faute à qui? Alors, tout le monde dit, on en parle, wow, le président il fait blocage, le président il fait blocage. Mais comment le président fait faire blocage? D'abord, on revient sur les sujets. En 2002, donc, du retour de Makoussi, il n'y a plus de gouvernement. Il a eu, comme ce qui pouvait le dire un autre, un gouvernement d'union nationale. Donc, un gouvernement dans lequel tout le monde se retrouve. Donc, tout le monde est au Conseil des ministres en même temps que tout le monde. Les décisions pour faire avancer le pays sont prises
au cours de ce conseil de ministres, des conseils de ministres de ce gouvernement. C'est vrai que le conseil de ministres est présidé par le gouvernement, par le président de la République, mais tous les partis de l'opposition, les rebelles, le parti présidentiel, tout le monde est représenté au sein de ce gouvernement. Donc, les conseils de ministres, tout le monde parle, et donc l'opposition, les rebelles, le parti au pouvoir, tout le monde est responsable des décisions du conseil de ministres. Donc, c'est la faute à qui? Si au conseil de ministres, on décide qu'on fait du blocage, l'opposition a décidé, le parti présidentiel a décidé, les rebelles ont décidé. Donc, qui fait blocage? Alors, pourquoi on entend souvent que le président veut faire blocage? Le président fait blocage ci, le président fait blocage par là. Est-ce qu'il y a des décisions? Est-ce qu'on est prêt à apporter des preuves qu'il y a des décisions qui portent blocage, qui ont été prises hors des conseils de ministres? Jusque-là, il n'y a pas eu. Jusque-là, il n'y en a pas. Alors, pourquoi ne pas faire une politique qui fait de la Côte d'Ivoire l'élément important dont l'unité est à préserver, que de faire de la Côte d'Ivoire un découpage de partis politiques qui chercheraient à avoir une partie un peu plus importante du gâteau? À la fin, c'est les Ivoiriens qui prennent les pots cassés. Parce que ça soit au Conseil des ministres, au gouvernement, que ça soit, et j'en viendrai, à la CEI, on est tous représentés, à part nous, la partie civile, les partis politiques et tout. Bon, tout le monde est représenté, donc tout le monde a sa part de responsabilité. Donc quand il y a blocage, que chacun accepte sa part de responsabilité. Parce que c'est dans l'humilité de reconnaître sa responsabilité dans un problème qu'elle a, qui fait qu'on n'avance pas, qui fera que on ira loin et plus vite dans la résolution de la crise. Parce que certaines personnes font comme si ils étaient plus innocents que l'autre, ou ils étaient plus blanchis que l'autre, alors que le PIT, le FPI, le RDA, le MFA, le PDCI, l'UDCI sont tous au gouvernement. Et quand ça bloque, que chacun reconnaisse que c'est nous qui faisons bloquer, acceptons de s'asseoir et avançons. Ça, c'est... Et on continue dans le même cadre du blocage. Qui est responsable de quoi? Il y a eu le problème de la CEI, qui est la commission électorale indépendante. Et à l'analyse, après discussion avec beaucoup de nos compatriotes, beaucoup ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, comme en France, mais qu'il y a une commission indépendante, même si pas autonome, mais qui organise les élections. Et dans cette commission, tous les partis sont représentés, à part certains. Donc, les partis présents à l'accord de Macoussis, ils sont représentés. Donc ça, c'est un premier point. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, mais c'est la commission électorale. Donc la commission électorale fait son travail, sous la supervision du Premier ministre, qui est celui-là même qui doit conduire le processus électoral. À un moment donné, on se rend qu'il y a un blocage. Bon, on ne va pas revenir sur les causes du blocage, parce que ça, c'est un autre débat. Personne n'a la preuve de ce qui s'est passé. Mais on constate qu'il y a un blocage. Près d'un mois, la commission électorale ne travaille pas. Le contentieux électoral qui doit se faire ne se fait pas. De janvier à fin février, on est dans un blocage. Et début janvier, on est dans un blocage et on n'avance pas. On dit quel est le problème? On dit c'est le président qui fait problème. Est-ce que la Côte d'Ivoire lui appartient? Non. Monsieur, tu as fait un travail, on dit que non, aujourd'hui tu poses problème. Moi, on te retire, on met quelqu'un d'autre et on avance.
Voilà, ça s'est passé partout, on connaît. On dit non, pourquoi il doit partir, il fait du bon boulot. Mais on dit, asseyons-nous. Le président du conseil de la commission indépendante doit faire l'unanimité. Mais à partir du moment où il ne fait pas l'unanimité, on sera dans un blocage de 2 ans. Mais pourquoi ne pas évoluer sur des bases claires? Mon frère dit que le monsieur, je n'ai plus confiance en lui. Bon, mon frère, comme tu n'as pas confiance en lui, donne-nous un nouveau nom pour voir si ce monsieur-là aussi, moi aussi j'ai confiance en lui, et puis on avance. Est-ce qu'on est obligé de faire par là pour ça? Pendant un mois, on parle, on se promène, on revient, toujours pas de solution, le blocage est là. Janvier, le blocage est là. Alors que janvier devait être le mois où les listes électorales définitives devaient sortir. Et en janvier, on est dans le contentieux et rien ne marche, tout le monde est bloqué, on est là et on attend. On fait quoi? Qui est responsable de quoi? On dit c'est monsieur tant. Mais on fait quoi alors? Le président de la République prend ses responsabilités. Il dissout la CEI. Voilà un autre problème. On dit, c'est pas son devoir. Ok. Il dissout le gouvernement. On dit, c'est pas son devoir. La question qui se pose, c'est, quand on parle du gouvernement d'abord, qui préside le gouvernement? C'est le président de la République. Donc, si je ne suis plus capable de renvoyer quelqu'un que moi-même j'ai employé, ce n'est plus la peine. Alors, le président de la République qui préside le conseil des ministres, il peut démettre un ministre aujourd'hui ou demain. Ça s'est passé dans tous les pays du monde. Quand ça ne va plus, on te met à la porte, on change de problème. Parce que le problème qui est là, c'est la Côte d'Ivoire qui doit avancer avec un gouvernement propre. Alors, si ce ministère qui est là, le ministre qui est là ne peut pas travailler, alors on le met de côté et on évolue. La CEI dissoute, le gouvernement dissout. La Côte d'Ivoire en feu. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être en feu? Non. Est-ce que la décision prise est une décision de dictateur? Non. Est-ce qu'elle est illégale? Non. Est-ce qu'elle est anticonstitutionnelle? Non. Parce que la constitution ivoirienne, et c'est cette même constitution qui a résolu le problème de l'éligibilité de certains cadres de partis politiques qui, soit par nationalité, par question de nationalité douteuse ou pas, ou par âge trop excédé, sont aujourd'hui éligibles. Donc, du coup, quand le président de la République utilise l'article 48 pour faire de certaines personnes des candidats auto-proclamés à la présidentielle, waouh, tout est bon. Mais à partir du moment où on utilise le même article 48 pour sortir d'une situation de crise, oh, il est dictateur. Alors, on utilise l'article 48 ou on n'utilise pas. Si on doit revenir sur toutes les solutions qui ont été résolues par l'article 48, on comprendra que il ne servira à rien, ou ça n'a vraiment pas de sens de faire des marches par-ci par-là, parce qu'on a dissous la CEI par l'article 48, parce que c'est tellement constitutionnel que ça a permis de mettre fin au blocage et de pouvoir évoluer. N'eût été l'apport ou le support de certains partis politiques, on serait allé très vite, ou la Côte d'Ivoire serait très vite allée aux élections. Parce que alors, au même moment où on demandait à un monsieur qui a été responsable et reconnu d'une faute bien donnée, il aurait été sage de dire à monsieur, ok, on va pas plomber le processus pour ce problème-là. Les gens qui sont en face, ils disent que c'est toi qui as le problème. Ne leur donne pas une occasion de reporter encore les élections
tu as fait du bon boulot, hein, mets-toi de côté, on avance, on cherche une nouvelle personne, on met là, puis on continue. On aurait gagné un mois. Il y a des décisions, et je le disais, pour ceux qui le veulent, si vous allez sur Sens Unique, sur le blog, qui ont été vraiment détaillés, François Mitterrand a pris cette décision. Et les Français, le ciel ne leur est pas tombé là-dessus la tête. Ils vivent avec. Ils ont accepté. Jacques Chirac en a fait de même. Bon, tout le monde évolue. Et même, en lieu plat du Conseil économique, la commission indépendante, dans certains pays, c'est l'Assemblée générale qui a été dissoute. Alors que l'Assemblée générale, c'est le peuple qui l'a élu. La commission électorale, c'est un arrangement. C'est un arrangement entre nous là pour aller. Mais si on peut démettre les élus du peuple, qui est le conseil, qui est l'Assemblée générale, si le président peut dissoudre l'Assemblée générale, c'est pas le conseil économique, social ou la commission électorale. Donc, cette décision-là, elle est tellement constitutionnelle. Maintenant, est-ce qu'elle valait la peine d'être prise? On poserait la même question à l'époque en Afrique du Sud. Est-ce qu'il fallait obligatoirement prendre un décret à partir de l'article 48 pour rendre monsieur Tant éligible? La même question revient à l'époque. À l'époque, je me rappelle bien qu'il y a des gens qui se sont dit « Ouais, pourquoi le président rend monsieur Ouattara éligible ?» C'est pour sortir de la situation dans laquelle on est. On est dans un pays où on a un problème. On dit asseyons-nous, discutons. Tu dis mon frère, il y a quoi? Il dit moi je suis fâché parce qu'on dit je ne peux pas être candidat. On dit toi aussi il y a quoi? On dit ouais, on dit que je suis trop âgé, je ne peux pas être candidat. On dit bon, si c'est à cause de ça seulement, on peut résoudre le problème. Dans la Constitution, on m'a donné un pouvoir pour que lorsqu'il y a blocage sur ces thèmes-là, que je l'utilise en toute responsabilité, je résous le problème, on n'en parle plus. Si c'est ça qui peut nous apporter la paix, on s'en va. On l'a utilisé, c'était bon. Cette fois-ci, on dit, il y a un blocage. On dit, mais, asseyons-nous, discutons de où se trouve le problème. On dit non. Non. Le monsieur, il a travaillé bien, vous voulez fausser les choses, il a fait du bon boulot. On dit, mais lui-même, il dit qu'il a reconnu qu'il a eu des malversation ou je sais pas quoi là. Mais va. Est-ce qu'on est obligé de brûler des voitures, des bus, la saute là pour ça? Est-ce qu'on est obligé? Et on a tout fait, on a changé. Il y a eu une nouvelle commission électorale. Le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un nouveau gouvernement. Et puis on avance. On aurait pu gagner un mois pour les mêmes résultats. On ne serait pas ici. Et puis on avance, on avance. Et dans la foulée, on arrive à... Et ça sera un autre thème encore. Sur le plan économique, on dit la Côte d'Ivoire atteint sur le point d'achèvement de la pauvreté, comme ils disent. Et qu'une partie de sa dette doit être annulée pour qu'il n'y ait pas trop de pression dans l'application de réformes économiques pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et j'entends des gens dire que voilà un gouvernement qui n'a même pas honte de dire que notre pays est un pays pauvre et annuler nos dettes. J'ai lu dans un journal, j'ai dit, mais quand tu es pauvre, tout le monde sait que tu es pauvre. Si tu refuses de reconnaître que tu es pauvre, là il y a un problème. Mais quand tu dis je suis pauvre, mais mon frère, j'ai trop de dettes, j'ai trop de ta dette sur moi, je ne peux pas évoluer parce que ta dette m'étouffe. Donc, je suis pauvre. Donc, en tant que pauvre, annule un peu ta dette là. Pour que l'argent que j'ai
au lieu de prendre pour te rembourser, je vais prendre pour faire un peu, pour souffler un peu. Il n'y a pas un qui a dit, c'est bon. Parce que chez nous, quel que soit ce que son adversaire fait, que ça soit bon ou que ça soit... L'opposition, c'est toujours mauvais. Mais est-ce que c'est mauvais au fond? Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, il y a eu des gouvernements qui sont succédés. C'est la première fois qu'il y a un gouvernement ou du moins une présidence d'un autre parti politique. Alors les dettes qui ont été depuis là, ce sont les dettes de la Côte d'Ivoire. Et si on regarde aujourd'hui, les dettes qui sont là, sont des dettes depuis 1960 jusqu'en 1999, il y en a plein de dettes. Viennent s'ajouter les dettes d'aujourd'hui. Donc si on dit qu'on va rembourser les dettes, c'est pourquoi? C'est pour la Côte d'Ivoire. Mais là où je veux mettre l'accent, c'est que en Côte d'Ivoire, et ça c'est le problème, quand on est dans l'opposition, tout ce que l'autre fait est mauvais. En même temps qu'on dit tout ce que l'autre fait est mauvais, on n'a pas de proposition. Voilà notre problème. Et ça, je ne sais pas, mais ça nous suit. Ok, il a fait, c'est mauvais. Toi, tu as quelle proposition? Il n'y en a pas. Donc l'alternative, les propositions. Il est mauvais, ok. Mais tu as quelle proposition? Zéro. Alors que le peuple a besoin de voter sur la base de propositions. Mais on ne peut pas construire une démocratie sur la base d'ethnie ou bien de religion. Mais la démocratie se construit sur la base de propositions de partis politiques. Donc, toi, tu es de quel parti politique? Quel est ton plan? Tu me dis, oui, mon frère, moi, je veux faire ça, l'autre fait ça, et ensemble, moi, je décide. Moi, je suis prêt pour celui qui me donne ça. Même s'il ne le fera pas, mais ça sera l'engagement pris par lui et moi qui le fera. Donc, en 5 ans, je vais décider de le voter à partir de ce qu'il aurait fait, ce qu'il m'aurait promis qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. C'est sur ça que je vais le voter. Chez nous, on a un problème. Et ça, on l'a remarqué nous tous. On a une opposition, on emploie le mot de l'autre, de la mangécratie. C'est une opposition qui se satisfait en étant dans le gouvernement pour avoir à chaque fin du mois un peu d'argent. Mais une opposition qui propose. Alors que le mal de toute démocratie, c'est lorsque l'opposition n'existe pas. Quand l'opposition n'existe pas, le peuple en face de lui, aucune alternative. Donc nous tous, on croit que, oui, c'est mauvais, mais quelle autre alternative on a? On n'en a pas. Donc on suit. Quand tu iras dans les pays développés, un pays développé, un parti au pouvoir, une opposition qui propose des alternatives. Donc le peuple est là et regarde. Il dit, mais oui, vous êtes au gouvernement, vous voulez faire ça. Mais de l'autre côté, on nous dit qu'il est possible de faire ça. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Donc, lorsqu'on arrive aux élections, on dit, bon, mon frère, tu as fait ça, ça a raté. Lui, il nous propose une autre vision. On va là-bas. Alors que chez nous, c'est carrément... Tout le monde, on se bat pour être ministre. On se bat pour les postes. On dit, pourquoi c'est pas moi qui nomme le ministre, le PDG du temps? Pourquoi c'est pas moi qui nomme le PDG du temps? C'est moi, j'ai le ministère du temps. L'opposition, ça n'existe pas. En Côte d'Ivoire, l'opposition n'existe pas. Parce que si l'opposition existait, on aurait des propositions. Aujourd'hui, on a un parti au pouvoir qui a feu vert, qui fait tout ce qu'elle veut. Bon, et ça aussi, c'est l'autre problème parce qu'un homme peut se tromper et tout le monde peut se tromper. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne peut pas se tromper. Donc, le parti au pouvoir peut se tromper à un moment donné. Mais puisqu'il n'y a pas d'alternative, nous tous, on va se tromper avec ce parti-là. Et puis, on continue. Et puis, on continue. Et avant qu'on ne se rende compte, on est tous dans le mur. Parce que vraiment, il n'y a pas d'alternative. Donc, le message de lui, c'est quoi? C'est que tout peuple évolue à l'image de la masse.
notre masse à nous en tant qu'Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire. Faut-il se suffire dans les critiques, ou il faut dépasser le cadre des critiques et de l'opposition extrémiste pour faire une politique, une opposition civilisée, c'est-à-dire critique, oui, proposition en plus. Je critique, en même temps, je propose. Et lorsque ma proposition n'est pas prise en compte, la prochaine étape, ce n'est ni la violence, mais la prochaine étape sera comment expliquer ma proposition à ceux qui sont en face de moi pour qu'ils l'adoptent, l'acceptent, pour qu'on puisse l'imposer aux prochaines législatives. Voilà, critique, oui, mais proposition en plus. Donc, frères et sœurs, je vous remercie encore. Et pour ceux qui veulent encore plus d'informations, consultez le blog de Sens Unique, bengbé.blog.de. Merci beaucoup.